Je vais partager mon écran de façon à pouvoir vous présenter le diaporama. Je vous demande 2 petites secondes. Voilà, je crois que vous le voyez. C'est bon, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ok, donc si vous voulez, avant de passer la parole à M. Archimbaud, qui est le garant de la Commission nationale du débat public, juste quelques mots pour vous donner un peu le déroulé ou le contenu de cette, enfin au moins des éléments techniques de cette réunion d'aujourd'hui. Donc, compte tenu de la crise liée à la Covid-19, bon, ça se fait effectivement par visioconférence avec quelques règles préalables à comprendre. C'est que ça se fait sous un format de questions-réponses après une présentation du rôle du garant et de la CNDP. Ensuite, la présentation très synthétique du dossier que je ferai. Et ensuite, ce marchera sous forme de questions-réponses. Bon, c'est traditionnellement, on prend 3 interventions par 3 interventions, chaque intervention ayant une durée maximum de 3 minutes, avec une réponse effectivement dans le même pas de temps. Par ailleurs, vous pouvez également poser vos questions par écrit sur la plateforme dédiée. Vous avez reçu les liens et je vous invite à aller non seulement la consulter parce qu'il y a des choses intéressantes, mais en plus de participer d'une manière un peu plus approfondie ou de poser vos réflexions sur cette plateforme. Et bien évidemment, toute intervention ou toute réponse à laquelle nous ne pourrions pas donner suite immédiatement, eh bien, seront mises en ligne sur cette plateforme. Et puis à la fin, eh bien, le garant fera une petite synthèse de cette réunion afin que tout le monde ait en mémoire les principaux éléments qui ont été évoqués. Sans plus attendre, je passe la parole à M. Archimbaud, donc le garant de la Commission nationale du débat public. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Merci à vous d'avoir pris sur votre temps de travail ou sur votre temps de loisir, ou parfois sur votre temps de confinement pour participer à cette réunion. Je suis donc Jacques Archimbaud, j'ai été désigné comme garant de cette consultation par la Commission nationale du débat public. Commission nationale du débat public dont la fonction est double, organiser le débat ou les consultations sur les grands équipements publics ou privés d'une valeur supérieure à 300 millions d'euros et mise en débat des plans et programmes, considéré comme un plan et programme, qui donne l'occasion de cette consultation. J'ai eu d'ailleurs personnellement le plaisir d'animer ou de suivre des débats publics ou des consultations sur les façades dont nous allons parler aujourd'hui. J'ai animé le débat sur l'extension du grand port maritime de Dunkerque et j'ai suivi les débats parfois controversés sur les éoliennes en mer qui sont toujours un sujet quand on parle de la mer, quand on parle de la pêche. Donc le principe de la Commission nationale du débat public, les principes, c'est essentiellement des principes de neutralité et d'indépendance. Je ne représente pas le maître d'ouvrage, je ne représente aucune des parties prenantes. Je suis neutre, je ne produis pas d'avis sur le projet de document, sur le projet de programme opérationnel. Je suis en quelque sorte l'arbitre des bonnes façons de mener ce débat public. Je garantis l'accès de chacun à l'information, à la possibilité de poser une question et au droit de recevoir une réponse. Donc, je recueille l'avis du public et sur cette base-là, après le mois de décembre, je rédigerai le compte-rendu qui sera transmis pour adoption d'une part à la Commission nationale du débat public, ensuite aux maîtres d'ouvrage et aux ministres divers, aux ministres concernés, c'est le ministre de la Mer, et aussi le ministre de l'Agriculture. Alors, comment s'exprimer pendant cette concertation? La formule est un peu perturbée, en effet, par l'épidémie. Habituellement, des réunions publiques ou des réunions d'ateliers. Bon, là, on fait pour le mieux et c'est déjà bien que les choses se tiennent de cette façon. Donc, en allant, comme l'a dit Pierre, sur le site, débat-ferme.fr, vous avez la présentation du dossier du maître d'ouvrage et d'autres documents et des présentations notamment de sa synthèse, qui est un document un peu plus court. Mais vous avez d'autres documents, vous avez le résumé des consultations sur les programmes de façade, vous avez des avis de l'autorité environnementale, vous avez des éléments sur la pêche, sur des rapports parlementaires assez récents, etc. Bref, ce dossier du maître d'ouvrage que j'ai imprimé évidemment pour vous le montrer à l'écran est la base actuelle
fait le point en quelque sorte sur le futur programme opérationnel français du FERAMP. C'est le document de référence à partir duquel la DPMA va travailler, recueillir les avis et enrichir son point de vue de départ. Vous pouvez contribuer également en déposant une contribution ou une question sur le site. Il faut s'inscrire. On fait ça à visage découvert. C'est un des principes du débat public. Ou si vous êtes une entreprise, un groupement professionnel, un syndicat, une association, une collectivité, en rédigeant un cahier d'acteurs formaté, c'est 4 pages, de façon à ce que tout le monde ait un espace suffisant pour exprimer sa position sur le dossier du maître d'ouvrage. Et il ne s'agit pas seulement de poser une question, on peut également déposer une contribution, exprimer au fond un avis sur ce futur programme opérationnel français. Puis, bien sûr, en participant au visio, ce que vous êtes en train de faire et ce pourquoi je vous remercie. Alors, comment ça va se passer? De quoi va-t-on débattre? Donc, des éléments fournis dans le dossier de concertation, et singulièrement de 3 éléments qui figurent, qui sont importants dans ce dossier. D'une part, des 4 objectifs et besoins prioritaires pour le FEAMP 2021-2027, la génération à venir du fonds, enfin du programme français de ce fonds. Objectif que Pierre va détailler, objectifs et besoins que Pierre va détailler dans un instant. Deuxième sujet qui vous importe évidemment, c'est les modalités de gouvernance du fonds. Quelles sont les modalités de décision, comment on décide, de quel projet on soutient, quelle est la place de l'État, des régions, des services instructeurs. Enfin bon. Et puis, troisième élément, des modalités d'accès aux aides du FEAMP. Je dirais, quand on se place du point de vue de l'usager du fonds, comment accéder à ce fonds, quelles difficultés vous avez rencontrées, quelles améliorations vous avez pu noter, évidemment, quelles améliorations vous pourriez souhaiter. Voilà le fond du sujet, le fond des questions qui nous intéressent. Alors, comment débattons aujourd'hui? Pierre en a parlé. On a 2 heures de réunion qui sera enregistrée et diffusée sur le site. Donc, si on peut envoyer la slide suivante, voilà, non, bon, enfin bref, donc après mon intervention, Pierre va présenter le dossier du maître d'ouvrage, et puis on aura pendant 1h30 un système de questions-réponses. Donc on prendra 3 questions par 3 questions, de façon à avoir une certaine fluidité. Je vous demande vraiment de vous en tenir à 3 minutes. D'ailleurs, je noterai avec mon iPhone la durée des interventions, quitte à ce que vous y reveniez par la suite. On n'est pas très nombreux, donc cette possibilité existe. Donc, de façon à ce que l'expression soit partagée, je vous demande de vous en tenir à 3 minutes. Je vais d'ailleurs demander au maître d'ouvrage d'en faire de même, et quitte à être un peu impertinent, je l'interromprai quand il dépassera, lui, la durée de 3 minutes par question. Bon, 3 questions, ça va être 3 x 3, 9. Bon. Donc, vous pouvez par ailleurs poser vos questions par écrit via le chat, de façon à ce que les cas échéants, on les regroupe, on puisse les regrouper de façon un peu thématique. Mais enfin, allons aussi au fil des questions. Et comme l'a rappelé Pierre, c'est très important, toute intervention, toute question qui n'aurait pu être posée à l'écran ou qui n'aurait pu trouver de réponse, trouvera une réponse sera translatée, trouvera une réponse sur le site. Parce qu'il arrive, et c'est tout à fait logique, qu'on ne puisse pas répondre parce que les sujets sont ouverts, parce qu'il faut y réfléchir. Donc, parfois, on peut différer la réponse. Et puis, j'essaierai de faire non pas une conclusion de cet échange, mais quelques éléments de synthèse, puisque mon travail consiste en quelque sorte à faire remonter, si l'on peut dire, les observations qui ont été faites par vous. Je dirais ce que j'ai entendu principalement. Voilà, je vous souhaite une très bonne réunion, et puis la parole est maintenant à Pierre pour l'exposé de ce dossier du maître d'ouvrage. Il va insister sur détailler sur les priorités du fonds qui sont évidemment des sujets qui vous préoccupent particulièrement. Donc bonne réunion, merci à vous.
Bien, merci Jacques. Donc pour commencer, juste un slide très rapide pour se remettre un peu l'historique du dispositif. Hein. Vous savez que la politique commune de la pêche, c'est une politique qui est assez récente puisqu'elle date de 83 1983, pardon, jusqu'à cette époque, c'était intégré dans la politique agricole commune, hein, qui définissait les produits agricoles comme des produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie. La PAC poursuivait des objectifs à l'époque d'accroissement de productivité, de stabilisation des marchés, de garantie de sécurité, d'assurance de prix. En 83, la politique commune de la pêche est née et elle embarque vraiment des problématiques ou des objectifs différents, puisque le premier objectif, c'est d'assurer la conservation de la ressource, d'améliorer les structures, créer une organisation du marché et organiser les relations avec les pays tiers. Donc, vous voyez que si la politique commune de la pêche vise à garantir une durabilité de la pêche tout en assurant au secteur un niveau de vie équitable et durable, en ce qui concerne l'aquaculture, il a fallu attendre la réforme de 2013 pour que celle-ci soit intégrée à la politique de la pêche avec un encouragement particulier sur ce secteur d'activité. Alors, qu'est-ce que le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche? Eh bien, il vise, comme vous l'avez vu, à soutenir la politique commune, mais il soutient aussi d'autres politiques, comme la politique maritime de l'Union européenne, ses engagements internationaux, en particulier dans le domaine de la gouvernance des océans et dans le contexte, bien évidemment, environnemental qu'on connaît, changement climatique et stratégie plastique. Donc, c'est un instrument qui accompagne l'adaptation du secteur et qui poursuit au niveau de la pêche deux grands objectifs. Une promotion d'une économie des filières et plus compétitive qui est fondée sur la connaissance et l'innovation, avec bien évidemment, on espère, un fort taux d'emploi. Et le deuxième objectif, c'est la promotion d'un développement économique via une orientation des filières vers un développement durable. En matière d'aquaculture, bon, on connaît, il y a trois enjeux, c'est améliorer l'insertion territoriale, mieux comprendre les interactions milieu-qualité des produits, et puis bien évidemment réduire les impacts qu'il pourrait y avoir sur l'environnement. À signaler que cette politique de l'aquaculture est quand même importante parce que dans le FEAMP actuel, vous savez que la Commission en avait fait une condition préalable à l'établissement du programme opérationnel. Dans la période qui arrive, l'aquaculture est abordée sous l'aspect sécurité alimentaire, donc vous voyez qu'on franchit un pas. Donc le soutien financier au travers du fonds, ça illustre cette perception différenciée de la Commission de ces deux secteurs. Hein, la pêche, on le sait, c'est une activité très encadrée pour conforter la gestion durable de la ressource, alors que l'aquaculture, c'est un secteur économique qu'il faut soutenir dans une logique de sécurité alimentaire. Il faut toutefois aussi signaler qu'il est important de marquer, enfin d'avoir en mémoire l'accentuation marquée des orientations en faveur de l'économie bleue, hein, au travers de ce fonds, sur la protection des océans et une lutte contre le réchauffement climatique qui est devenu un des enjeux, même un enjeu majeur dans notre secteur. Donc le FEAMP post-2020 recentre son champ d'activité ou d'intervention sur 4 grandes priorités. Hein. Le développement durable de la pêche, la conservation des ressources, la sécurité alimentaire via le développement… On ne voit pas votre slide, on voit pas vos slides, c'est normal? Hop, là, voilà, pardon, parfait. j'ai oublié de les passer. Voilà, la croissance bleue et la gouvernance internationale des océans. Alors pour reprendre un peu chaque priorité, la première priorité contribue à l'atteinte des objectifs de la PCP en assurant en particulier la viabilité économique et la durabilité des entreprises de pêche, des infrastructures et bien évidemment des équipements collectifs dont elles ont l'usage, la préservation de la ressource, on l'a déjà dit, et la mise en œuvre de gestion des pêcheries basées sur des approches écosystémiques, c'est le terme employé. La deuxième priorité, donc c'est ça qui est très important dans cette nouvelle période de programmation qui s'annonce, c'est que ça vise à favoriser le développement d'une aquaculture en soutenant des actions qui permettent d'améliorer non seulement le maintien et l'identification de nouveaux espaces pour l'aquaculture, mais également la promotion, la recherche et l'innovation, l'amélioration de la performance économique des entreprises et enfin la prévention de la gestion des risques, qu'ils soient sanitaires, zoosanitaires, climatiques ou environnementaux. Un point qui surgit aussi, mais qui n'est pas encore vraiment tout à fait intégré, mais qui fait partie de cette priorité, c'est le bien-être animal. La troisième priorité, vise à fournir, on va dire, des outils pour soutenir
quelque chose qui a été initié sous le FEP, qui s'est développé sur l'actuel FEAMP et qui sera encore accentué sur le prochain, qui est le soutien au développement local mené par les acteurs locaux, dans le système qu'on connaît, avec des actions préparatoires au développement local, l'établissement de stratégies locales. Donc, une démarche qui est initiée au niveau local et qui, après, embarque différents acteurs, que ce soit des pêcheurs, des aquaculteurs, mais aussi d'autres acteurs de la société civile, les hôteliers, les restaurateurs, le tourisme. Enfin, la quatrième priorité, la gouvernance internationale des océans, c'est une politique tout à fait nouvelle au niveau du secteur dont nous avons la charge. Et ça consiste à réduire les pressions exercées sur les océans, sur les mers, et de renforcer la recherche et les données océanographiques, notamment internationales. Alors, Jacques parlait tout à l'heure des modalités d'accès au FEAMP. Je vous rappelle brièvement comment ça fonctionne. Vous savez que la demande d'aide, elle est déposée par le porteur de projet à tout moment, ou pour une période déterminée en fonction des mesures qui sont activées, donc lorsqu'il y a des appels à projets. C'est un document qui regroupe un dossier qui regroupe un seul document qui permet d'avoir une vision globale, notamment de tous les financeurs, la région, l'État et l'Union européenne. Le formulaire, il est disponible sur un site que vous avez peut-être l'habitude de consulter, qui s'appelle Europe en France, sur lequel vous avez une page dédiée au FEAMP avec tous les éléments, la documentation, les documents. Et les dossiers sont déposés soit auprès des régions, qui sont des organismes intermédiaires pour les mesures régionalisées, soit auprès de France Agrimaire pour les mesures nationales. Un petit mot très rapide d'explication. Vous savez qu'au lancement de cette période de programmation, il a fallu faire face à non seulement la décision de décentraliser la gestion des aides des fonds européens aux régions, et qu'à ce titre, le règlement FEAMP, lui, n'est pas du tout adapté à ce système, puisque le règlement FEAMP actuel prévoit qu'il n'y a qu'une seule autorité de gestion pour le fonds, donc une seule enveloppe, ce que va maintenir la prochaine période de programmation. Et donc, il a fallu, pour satisfaire ça, travailler d'arrache-pied avec les régions pour leur confier une délégation de gestion des mesures qu'elles ont accepté de prendre au travers de la loi qui était créée à l'époque, donc la loi MATPAM. Quels sont les objectifs recherchés dans la concertation préalable? Eh bien, c'est là où, effectivement, il y a des enjeux importants, parce que aucune période de transition entre la programmation actuelle et la prochaine n'est envisagée par la réglementation européenne concernant notre secteur. Donc, le programme opérationnel FEAMP est lié par un calendrier très strict, c'est qu'il doit être validé, déposé auprès de la Commission avant la fin du mois de mars 2021. Donc, toutefois, il est important de souligner que, étant donné ce cadrage européen strict, les conditions d'élaboration et de mise en œuvre du programme opérationnel, il est très important de souligner les enjeux qui s'attachent au contenu de la consultation du public qui est actuellement lancée, afin notamment de rendre cette dernière pleinement utile et efficace dans le processus d'élaboration du programme opérationnel. Alors effectivement, l'objectif de la consultation, c'est de recueillir l'avis des pêcheurs, des aquaculteurs, des organisations de toutes parties intéressées, et surtout sur les besoins identifiés et ceux qui n'ont pas été identifiés pour conduire la future stratégie d'intervention du FEAMP 2021-2027. Et c'est là où effectivement on attend de la consultation du public une réaction sur ces besoins. C'est vrai que dans ce cadre, il y a eu un premier diagnostic qui a été élaboré, parce qu'il est prévu formellement par la réglementation communautaire au travers d'une analyse AFOM, à tout faiblesse, opportunité, menace, et qui doit être réalisée par chaque État membre. Et c'est de cette consultation, de premier diagnostic, que sont apparues les attentes sur les 4 priorités que je vous ai présentées précédemment. Alors, quelles sont ces modalités? Eh bien, il y en a plusieurs. D'ailleurs, la première, c'est la nécessité d'une vision partagée. Le programme opérationnel a vocation à dresser une stratégie nationale d'intervention, et elle doit reposer, cette stratégie, sur un diagnostic partagé entre l'État, les secteurs concernés, les régions et les attentes de la société en termes de mission. C'est un périmètre aussi qui se rapporte aux 4 priorités, ça c'est clair, on ne peut pas y déroger parce que c'est la règle. En revanche, le moment de cette consultation qui semble le plus opportun, c'est bien, compte tenu des travaux déjà menés avec les parties prenantes, c'est d'avoir une opinion, un avis, une expression des besoins qui se situe précisément à la charnière entre cette phase de diagnostic et la phase d'élaboration de la stratégie du programme. Alors, cette consultation, elle va être amenée effectivement à enrichir le diagnostic, enrichir la liste des besoins et les prioriser. Et c'est sur la base de ce diagnostic et cette priorisation que l'autorité de gestion définira avec les régions et les parties prenantes la stratégie d'intervention qui sera la plus pertinente. La consultation du public, vous voyez, se fait par un site internet dédié, Jacques vous en a parlé.
Elle se fait sur 3 façades maritimes. Il y aura aussi des consultations qui ont eu lieu avec notamment des lycéens et puis des travailleurs de la mer. Et il y aura une consultation spécifique pour les régions ultra-périphériques, c'est-à-dire la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et Mayotte. Alors, un petit mot aussi pour vous montrer un peu rapidement l'articulation des calendriers. Donc, le site, la plateforme a été ouverte le 7 novembre. La réunion de consultation du public se déroule jusqu'à la fin décembre. Jacques, vous l'avez déjà indiqué. La prise en compte de ces discussions, en revanche, de cette consultation préalable du public, seront transmises à l'autorité environnementale. Vous savez qu'il doit établir un rapport sur les faits environnementaux des mesures qui auront été décidées. Cet avis doit être rendu à la fin du mois de février 2021, ce qui permettra de déposer le programme opérationnel au mois de mars 2021 et ainsi de pouvoir lancer les opérations. Voilà ce que très rapidement je pouvais dire. J'espère, Jacques, que j'ai respecté le planning. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Pierre. Vous êtes tout à fait dans les délais et je me permets d'ajouter 2 choses. L'élaboration du programme opérationnel français a sa logique institutionnelle. Il y a un comité de suivi, il y a diverses instances auprès des gremiers notamment. Enfin bon, ce qui nous intéresse là, c'est, je dirais, de descendre un peu d'un cran et de regarder auprès des gens qui sont au contact du fonds et au contact des usagers du fonds, des acteurs de développement local en particulier, des acteurs professionnels, de descendre d'un peu plus près auprès des territoires pour conforter ou au contraire infirmer les éléments qui sortent de ces différentes instances. C'est une espèce de moment de vérification et d'enrichissement de toute la démarche qui, par ailleurs, est assez complète. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je voudrais insister sur ce qu'a indiqué Pierre concernant les objectifs poursuivis par le fonds, qui sont vraiment le cœur du réacteur FEAMP et de la discussion qui nous intéresse et qui figurent, excusez le caractère didactique, de la page 47 à la page 50-51 du dossier du maître d'ouvrage, et qui détaille de façon quand même très précise, c'est le produit de la concertation dont parlait Pierre tout à l'heure, les différents objectifs. Vous voyez, sur la première priorité, le développement durable de la pêche et la conservation des ressources halieutiques, vous avez une description assez précise des éléments qui touchent à la recherche et l'innovation, qui touchent au dispositif de prévention et de gestion des risques, à la diversification des activités de pêche. Enfin, tout ça est quand même relativement précis. Donc, un des 3 enjeux de la discussion, c'est pour les secteurs qui vous concernent, pêche ou aquaculture, ou évidemment l'économie bleue d'une façon plus générale, c'est la mise en discussion de ces différents éléments. Voilà, sur ces bonnes paroles, la discussion est ouverte, la discussion est à vous. Alors moi, personnellement, je ne vois pas les mains qui se lèvent. Donc, par contre, Pierre, vous devez les voir, ou votre collaborateur ou votre collaboratrice. Donc, ce qui est bien, c'est que vous... Écoutez, on n'est pas très nombreux, mais on essaye de faire au maximum des possibilités techniques. Qui veut intervenir? Qui veut prendre la parole pour 3 minutes, sachant que je suis donc le maître des horloges. Qui veut intervenir? Qui veut se lancer dans cette discussion? Nous avons, je crois, 29 participants, ce qui est exactement conforme à la jauge, entre guillemets, que nous avions imaginée. Qui veut intervenir, qui veut se lancer sur cette introduction, d'une façon plus générale d'ailleurs, sur les questions que pose cette nouvelle génération de FEAMP? Oui. Je vous en prie, Monsieur Holler. Vous pouvez vous présenter, bonjour, Monsieur Holler? Oui, bien sûr. Donc, Christophe Holler, directeur délégué pour la façade Manche-Mer du Nord pour l'Office français de la biodiversité. Très bien. On a des interrogations, on va dire. Ça fait un certain temps qu'on travaille sur des fonds FEAMP. On a à l'heure actuelle 5 projets en cours sur l'ancienne programmation qui court encore quelques temps. C'est sur la régionalisation ou la délégation aux régions de certaines actions. Étant donné que sur les actions qui concernent l'environnement ou la biodiversité ou des choses de ce type, nous avions la possibilité dans le passé de déposer des projets à l'échelle des façades maritimes parce qu'on a besoin, c'est des projets qui sont très, je dirais, transversaux, qui s'appliquent à ces échelles-là. Ça nous permet à la fois d'avoir une cohérence à l'échelle des façades maritimes,
de travailler avec l'ensemble des comités régionaux des pêches qui sont concernés par ces mesures et du coup de donner aussi l'occasion aux comités de travailler ensemble sur des mêmes problématiques. Il y a aussi une question d'instruction des dossiers. On sait que les projets FEAMP et les projets en général européens sont assez lourds en termes de dépôt, mais en termes de suivi et d'instruction. Pour la façade Manche-Mer du Nord, ça concerne 2 régions. Du coup, la question, c'est la difficulté qu'on y voit, c'est d'être obligé de déposer plusieurs projets pour un même sujet par région. La question qu'on se pose aussi, c'est la priorisation à l'échelle des régions, qui ne seront peut-être pas forcément les mêmes. Et par conséquent, il serait un peu préjudiciable que certaines priorisations régionales ne soient pas cohérentes à l'échelle de la façade. Et ça, je pense que c'est très important. Et donc, si de fait, sur ces actions qui se veulent transversales et qui ont besoin de cette transversalité, parce que c'est la bonne échelle de travail, je dirais, il serait bien de pouvoir travailler en interrégion. Je ne sais pas de quelle façon, de façon à ce qu'il y ait cette cohérence, de façon à ce qu'il y ait cette facilité aussi pour les suivis des dossiers et leur instruction. N'avoir qu'un dossier au lieu de 2 sur un même sujet, ce serait quand même assez intéressant, et de façon de pouvoir travailler avec l'ensemble des acteurs concernés à l'échelle des façades maritimes. Très bien, on vous entend plus, monsieur. Ah, je ne sais pas où est-ce que ça a quitté. Moi, je suis coupé. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est. Non, on vous entend plus, moi. Alors, je ne sais pas où ça… Non, ce n'est pas de votre faute, monsieur Holler. On vous entend très bien, mais je pense que c'est monsieur Archambault qui a un problème. Ah, d'accord. Donc, Jacques, tu nous entends là? Oui, très bien. Bon, bah, donc c'est revenu, c'est bon. Très bien, vous disposez donc encore d'une petite minute, monsieur Holler. Je conclus du coup, mais je ne sais pas où vous m'aviez quitté. Donc, il serait important de travailler en interrégion, du coup. Oui, c'est ça. Hein. Voilà, pour avoir cette transversalité, cette cohérence et pour leur permettre de travailler avec l'ensemble des acteurs concernés à l'échelle des façades maritimes. Merci, monsieur. Votre question est tout à fait claire. On prend l'une de vie. Qui veut intervenir? Eh bien, écoutez, Pierre, allez-y, hein, répondez à la première question, comme ça sera fait. Comme ça laissera à chacun le temps de réfléchir. Donc, je rappelle, hein, c'est façade interrégionale. Quel est le point d'entrée interrégional? Comment tout ça peut fonctionner? Je dirais que c'est une question qui se situe tout à fait dans ce qu'on attend de ce débat, parce que les mesures ne sont pas encore établies, bien évidemment. Mais ce besoin d'avoir effectivement une vision commune par façade des problèmes, je vais dire peut-être un mot de biodiversité ou de la prise en compte au regard de tout ça par façade maritime, c'est un enjeu important. Et c'est effectivement dans le cadre de l'élaboration des futures mesures et donc du besoin qui vient d'être exprimé que les discussions vont pouvoir se lancer avec les collectivités concernées pour voir comment on intègre ou qui porte effectivement le sujet sur une façade. Là, en Manche, Est, Mer du Nord, il y a 2 régions, mais il y a des régions où il y a plus de régions concernées, voire qu'une. Donc ça, c'est un sujet qui effectivement méritera d'être regardé et on en fera un point notamment sur ces problèmes de biodiversité. Ensuite, la deuxième question sous-jacente, c'est que effectivement, ces études par façade, vous savez que la Commission est en train de travailler sur la prochaine période de programmation pour que le FEAMP intervienne d'une manière peut-être un peu plus accentuée parce qu'elle appelle des bassins maritimes. Alors, ça pose des questions parce que, par exemple, le bassin maritime Antilles, est-ce que ce sera le bassin maritime Antilles-Guyane ou est-ce que ça sera en fonction des disponibilités, enfin des spécificités de ces secteurs, au même titre que le bassin Méditerranée, est-ce qu'il intégrera uniquement que la France, est-ce qu'il embarquera aussi l'Espagne, l'Italie, enfin tous ceux qui sont concernés par le domaine. Donc, vous voyez que c'est un sujet qui rentre dans un débat qui est bien actualisé. En revanche,
en ce qui concerne la France, effectivement, si le traitement se fait par bassin, eh bien, je trouve qu'il est tout à fait opportun et intéressant de traiter effectivement ces problématiques horizontales par façade maritime. À nous, après, je dirais, autorités de gestion et régions concernées, de bâtir un planning ou un programme de travail qui effectivement prend bien en compte cette problématique que vient de soulever notre collègue. D'accord. Alors, avec une question complémentaire, est-ce que les critères sont les mêmes? Est-ce que les priorités sont les mêmes État-région? C'était une question complémentaire. Bah, les priorités, elles sont fixées par l'Union européenne. Donc ça, objectivement, c'est les mêmes pour tous. Ensuite, c'est ce que je disais, c'est dans la déclinaison opérationnelle des mesures qu'on va mettre en œuvre derrière ces priorités qu'on pourra mettre, alors là, je parle à titre d'exemple, le traitement, je ne dis pas n'importe quoi, de la biodiversité sur la façade de Manchès-Mer du Nord. Voilà quel sera le programme à mettre en œuvre, qui pourra d'ailleurs être un programme pluriannuel, il ne faut pas l'oublier, qui pourra se dérouler sur une période de programmation, donc il peut se faire sur 7 ans, avec évidemment des points d'étape et puis voir les avancées et les retombées directes que ça peut avoir sur les filières concernées et sur le secteur, bien évidemment, en matière d'environnement. Et puis, ça sera dans le bâti de ces mesures qu'on verra qui porte, en quelque sorte, et qui est associé. Donc, ça sera effectivement un partenariat entre les scientifiques, les services, enfin les régions, l'État et bien évidemment les professionnels des secteurs concernés. Très bien. Qui veut intervenir? Je vous en prie. Oui, si je peux me permettre d'intervenir afin de compléter, ça ne prendra pas 3 minutes, mais je suis complètement d'accord avec la question qui a été posée, et ça concerne bien évidemment la biodiversité, mais énormément de sujets qui sont énumérés là dans les priorités. En particulier, tous les sujets qui peuvent être liés à la recherche et à l'innovation. On ne peut pas avoir des stratégies régionales avec soit des redondances, soit finalement pas de recherche ou pas de projet. Donc, je ne discute pas, c'est plus l'occasion de le faire, de la part, la façon dont le partage a été fait entre les régions et ce qui reste de la compétence centralisée. Mais en tout cas, il faudra trouver une parfaite articulation parce qu'il y a des projets, il y a des programmes qui concernent bien évidemment toute une filière. Quand on parle de favoriser l'innovation dans la pêche, alors certes, on peut trouver des engins de pêche différents selon les régions, etc., mais ou alors favoriser la recherche et l'innovation sur les productions, sur les process, etc. On est évidemment dans un cadre qui ne peut pas être un cadre uniquement régional, ce qui n'empêche pas effectivement les régions de gérer les dossiers en lien direct avec éventuellement les professionnels qui sont chez eux. Mais en tout cas, il faudra que l'articulation entre des projets finalement très transversaux et finalement nationaux soit parfaitement faite avec les régions. Je crois que c'est un point particulièrement important. Sinon, on va se retrouver dans des collections de petits projets qui ne bénéficieront jamais des financements suffisants pour aboutir. Très bien. Merci, M. Missonnier. Donc, en effet, cette question de l'interrégion et de la politique de façade ne concerne pas que la biodive, concerne également les sujets que vous avez évoqués. Qui veut intervenir? Il ne semble pas y avoir d'intervention demandée. Peut-être faire un petit tour des principaux participants. Oui. Mais moi, je ne les ai pas non plus sous les yeux, mais oui, on peut faire un coup de lancer là. Oui. Je vais en profiter justement pour intervenir. C'est Sébastien Bitton de l'OFB, là, le collègue de Christophe Ollert. On bénéficie actuellement d'un financement d'un projet FEAMP pour coordonner les activités d'un observatoire lié à la pêche à pied loisir. Et là, au vu donc du document que vous nous avez envoyé, il n'est plus fait mention de cette pêche loisir. Est-ce qu'il sera quand même encore possible de pouvoir financer les activités que nous souhaiterions donc liées à ces activités qui d'autant plus se développent de plus en plus
en Manche-Mer du Nord, par exemple, et ailleurs d'ailleurs, et qui mériterait un financement, notamment pour les observations des pratiquants, mais aussi sur la conservation et la gestion des habitats et des gisements. Merci. Pierre, allons-y hein, sur cette question. Bien, j'entends bien la question et ça rejoint un peu ce que disait M. Missonnier, c'est que lorsque on est en train là actuellement de bâtir, si vous voulez, de voir quelles sont les mesures qu'on va mettre dans le programme tertiaire. J'ai peut-être oublié de vous dire que, contrairement à cette période de programmation, la future période de programmation, il n'y a plus de mesures prédéfinies dans le règlement comme ça existait actuellement. Hein. C'est-à-dire qu'à travers les quatre priorités européennes, chaque État membre doit dire comment il contribue à l'atteinte des objectifs, enfin à l'atteinte de la satisfaction de ses priorités et par quelle mesure il compte y arriver. Et c'est ça qu'on essaie. Donc effectivement, sur la pêche de loisirs, ça peut très bien être effectivement une mesure ou un sujet d'étude particulier avec toute la problématique qu'il y a derrière, hein, aussi bien comment on appelle ça, sur le partage des territoires, sur la connaissance de ce qui est pêché en matière de loisirs. Donc, ça embarque beaucoup de questions qui effectivement méritent d'être traitées. Alors, ce n'est pas parce que ça n'apparaît pas actuellement dans le document que je vous ai mis, juste comme ça, pour une simple et simple raison, c'est que pour l'instant, les mesures ne sont pas construites. Donc, à partir du moment où il y a un besoin qui va s'exprimer fort là-dessus, rien n'interdit effectivement, en lien avec toutes les parties prenantes, hein, ça part depuis les scientifiques, les comités des pêches, les têtes de réseau, hein, les réseaux de développement local, de voir comment tout ça peut se mettre en œuvre dans les conditions les plus rapides et les plus efficaces pour traiter cette question. Donc à ce stade, voilà, c'est un besoin qui remonte, eh bien, on fera suivre à ceux qui sont en train, qui vont être chargés de bâtir cette mesure, et puis après, voilà, donc pour redire ce que disait Jacques, n'hésitez pas à faire aussi remonter ces besoins ou ces analyses sur la plateforme, hein, au travers des cahiers d'acteurs, avec voilà, les besoins ou les problèmes qu'on a identifiés, qu'on aimerait voir traités, ce qui permettra effectivement d'avoir des orientations et de bâtir une stratégie pour le FEAMP au regard des priorités qui sont édictées. D'accord, merci beaucoup. La réponse est très claire. Donc, on attend le cahier d'acteurs de l'Office français de la biodiversité. J'aimerais juste également compléter donc mon commentaire, c'est que par contre, effectivement, nous avons bien noté la priorité axée sur les DOCOP des activités liées au site Natura 2000. Et donc, j'aimerais particulièrement donc, j'apprécie particulièrement, je dirais, la priorité axée sur les mesures de gestion des sites Natura 2000. Je ne sais pas si je peux avoir la parole moi aussi. Je vous en prie, madame. Je suis Léa Brio. Centre permanent d'initiation à l'environnement. C'est ça, l'Union régionale des centres permanents d'initiation à l'environnement de Normandie. Je me permets juste d'intervenir à la suite de M. Bitton. En fait, je coordonne l'Observatoire de la pêche à pied de loisirs sur la façade Manche-Mer du Nord, et c'est à ce propos-là que M. Bitton intervenait, parce qu'actuellement, l'Observatoire est coordonné par le biais aussi d'un financement FEAMP. Et effectivement, c'est quelque chose donc je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Bitton a dit. Effectivement, ce serait vraiment important de pouvoir continuer à financer le suivi de la pêche à pied de loisirs. En tout cas, actuellement, on suit principalement les activités des pêcheurs à pied de loisirs, mais on souhaite aussi pouvoir développer le suivi des habitats et des gisements qui sont concernés par la pêche à pied de loisirs, qui concerne des milliers de pratiquants. Donc, c'est une activité qui n'est pas sans conséquence sur les milieux, et ça nous paraît très important de pouvoir continuer à suivre les milieux qui sont concernés et cette pratique. Voilà, c'était juste un petit commentaire précision. Du coup, on ne manquera pas de rajouter, de participer à la consultation publique par le biais d'un cahier d'acteurs. Merci. Très bien. Très bien.
Alors peut-être on peut jeter un coup de filet sans jeu de mots sur la filière aquacole. Est-ce qu'il y a un représentant de la filière aquacole parmi les participants? Oui, hein, je ne les vois pas bien, mais est-ce qu'ils pourraient nous donner leurs sentiments sur la façon dont les éléments qui sont indiqués prennent en compte les besoins de la filière, s'ils trouvent que les éléments qui sont réunis rendent compte suffisamment bien de leurs préoccupations? Alors, je n'ai pas la liste sous les yeux, Pierre, mais peut-être vous les solliciter directement. Oui. Oui, alors, bonjour, premier vice-président au comité régional conchyliculture Normandie-Mer du Nord. Très bien. Donc, nous sommes rattachés à l'aquaculture de temps en temps, mais je représente les conchyliculteurs. Voilà. Moi, il y a une chose qui me… Bon, c'est très bien qu'il faut aider. On parlait de sanitaire, justement, que le sujet était très important pour nos coquillages. Et je suis un peu surpris, mais bon, tant mieux, peut-être qu'il faut qu'on en passe par là, mais qu'on oblige, que ce soit aux conchyliculteurs, de purifier leurs coquillages alors qu'ils devraient être élevés dans une eau saine, entre guillemets. Donc, voilà, est-ce que le sujet n'est pas à faire en amont, mais avoir un milieu sain, de telle façon qu'on n'ait pas à traiter les coquillages après. Et ce milieu sain ne peut être que bénéfique que pour tout le monde. Donc, je ne vais pas me plaindre qu'il y ait quand même des financements, vu que nous sommes la dernière roue du carrosse et qu'à la fin, c'est à nous de mettre un produit sain sur le marché, qu'on ait des aides pour pouvoir le faire. Mais je pense que ce serait, pour tout le monde, ce serait mieux que les problèmes de pollution soient traités en amont, si je puis dire. Pardon. Pierre, comment pouvez-vous répondre à cette demande? Effectivement, les problèmes de pollution marine sont liés à l'amont, à l'aval, filière. Enfin, chacun doit prendre sa part. Et comment le FEAMP peut-il aider des projets qui concernent, ou le fait-il déjà, lui il le fait probablement déjà, l'ensemble des éléments qui sont indiqués par notre interlocuteur? Pas le mieux placé pour répondre. Peut-être que Yves ou Hervé, qui suivent ça au niveau plus détaillé que moi, peuvent répondre. Yves, il est parti. Oui, Hervé. Attendez, voilà, je reviens. Alors, c'est vrai que c'est un véritable sujet et je crois que vous faites bien de poser effectivement la question par rapport à la responsabilité en amont. Alors, je pense qu'il faut être peut-être clair, à savoir que vous visez, je pense, les pollutions d'origine agricole, notamment, j'imagine, mais pas que. C'est bien ça ? Oui, agricole et humaine. Si on prend le cas de 2019 avec fermeture des principaux centres nationaux en ostréiculture et effectivement ça a saboté toute l'activité ostréicole au moment de décembre, voilà. Et l'N-norovirus, ce sont bien les hommes à 99,9%. D'accord. Alors, je crois que c'était important et de bien préciser les deux types de pollution auxquelles vous faites référence, non seulement effectivement agricole, mais aussi peut-être beaucoup par rapport aux pollutions effectivement humaines, stations d'épuration, phosphate, etc., etc. Enfin, voilà. Donc, alors, je pense que moi, je peux parler éventuellement de l'aspect effectivement agricole. Bon, il y a eu quand même un certain nombre de progrès réalisés effectivement en la matière. Et je pense que, notamment par rapport aux différentes politiques conduites actuellement au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a quand même des évolutions très positives, notamment en ce qui concerne les problèmes de nitrate. Donc ça, c'est peut-être effectivement le premier point. Le deuxième point, j'ai moins de compétences pour parler des pollutions d'origine humaine, urbaines, de stations d'épuration ou d'autres, mais je pense que ça doit faire partie d'une approche interministérielle. Et je pense qu'il y a aussi un point qui est important. Le FEAMP est bien sûr sur la pêche, mais on a intérêt à avoir des approches transversales, non seulement interministérielles, mais au niveau des différentes régions, en ces différentes matières. Et ne pas laisser uniquement que sur le seul aspect de financement FEAMP. Bien, donc on portera cette observation hein,
M. Menloïc, c'est important, effectivement. Oui. Oui. Et une autre question, si je n'ai pas écoulé mes 3 minutes. Lorsque la conchyliculture, et en particulier la mytiliculture, sert à nourrir une espèce qui est protégée, est-ce qu'il est prévu, il me semble que c'est prévu au niveau européen, des fonds pour dédommager les producteurs? Vous pensez à quoi? Vous pensez à quelle espèce dans le cas particulier? Étoile de mer. Le goéland, par exemple, si on doit nommer une espèce protégée, le goéland. Voilà. Alors, on augmente la population du goéland, on nous demande d'un côté d'être clair au niveau sanitaire. Des analyses montrent de plus en plus que les fientes de goéland ont un impact, 500 goélands égale entre 20 et 250 humains au niveau rejet. Donc, on en a de plus en plus sur nos concessions qui impactent la qualité sanitaire, et nous avons aussi à subir cette prédation qui s'élève à environ une vingtaine de pourcents. Voilà. Donc, à savoir, et aussi une politique derrière, on nous dit qu'il faut moins mettre de plastique. Et 70% des plastiques utilisés dans la mytiliculture servent à lutter contre la prédation. Donc, nous sommes coincés un peu. Donc, on aimerait bien faire bien et faire vert. À la limite, ne plus mettre du tout de plastique, mais qui va compenser les pertes en prédation. Voilà. Pierre, comment on peut prendre en compte la remarque, comment on peut construire les partenariats, là encore, permettant de gérer les différentes contradictions, les différentes contraintes, puisqu'elles sont importantes, on ne peut pas demander une chose et son contraire aux uns et aux autres. Comment on peut travailler de façon partenariale et introduire dans le cadre du FEAMP, ou dans tout autre cadre d'ailleurs, des demandes permettant de traiter les questions que dit monsieur? Au risque de me répéter un peu, a priori, je dirais que ça rejoint tout à fait la question de nos collègues de l'Office français pour la biodiversité. Là, si on arrive à traiter une problématique par façade, bien évidemment, ça fait partie des enjeux ou des sujets qu'il faudra traiter dans ces problématiques. Parce qu'effectivement, la prédation, que ce soit du goéland ou du cormoran pour les piscicultures en eau douce, relève de la même logique, hein, ça c'est clair. Donc ça peut faire partie d'un véritable programme d'action sur la prochaine période de programmation au titre d'une des priorités, ça effectivement. C'est là où effectivement il faut la bâtir, et c'est ce que disait Yves, je rejoins totalement, c'est aussi entre les régions et aussi en interministériel, parce qu'il y a plusieurs intervenants dans ce domaine-là. Il y a à la fois les aspects, je vais dire, les protecteurs de la nature en disant on ne touche pas à ce qui est déjà protégé, et d'un autre côté, il y a quand même un enjeu important qui est dans le futur FEAMP, c'est de maintenir une activité économique sur les zones. On ne va pas faire des réserves d'Indiens quelque part parce qu'il y a ça ou l'autre, hein. Donc c'est tous ces enjeux qui font embarquer, et ça fait partie d'une véritable stratégie, j'irai même plus loin, je vais employer un gros mot, d'une véritable politique d'aménagement ou de prise en compte des problématiques de façade. Alors après, comment ça peut se régler au niveau européen? Bon, il y a tout un tas de textes, c'est sûr, mais ça fait aussi partie dans ces stratégies, on va dire, de façade, d'embarquer aussi du multifonds. Et c'est là où, effectivement, il peut y avoir, par exemple, le fonds LIFE, hein, qui est un fonds européen destiné à la lutte ou à la protection ou à des mesures de préservation environnementale, que ce soit économique ou autre, et de voir le ministère qui le met en œuvre, de savoir comment ces problématiques sont prises en compte et comment on peut apporter un maximum de soutien et d'aide, puisque c'est aussi qu'il faut faire, ce qu'il faut voir, au travers de ces difficultés. Après, il y a d'autres sujets. Vous savez, par exemple, Yves parlait des pollutions humaines, stations d'épuration. C'est un sujet, ça, qui est traité par le FEDER, donc qui est un fonds régional sur lequel les régions sont autorités de gestion de ce fonds. Vous voyez, le multifonds et cette discussion, effectivement, ça peut se lancer. Et là, je vais être un peu, peut-être un peu, ça va peut-être faire réagir, mais le meilleur vecteur qu'il y ait actuellement en région pour faire ça, c'est de s'appuyer sur les réseaux DLAL, du développement local, parce qu'ils embarquent à la fois les secteurs de l'agriculture, hein, les groupes leaders plus, et les groupes GAL. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'un territoire,
faire travailler ces deux groupes au sein d'une même entité, chacun bien évidemment défendant ses propres objectifs, pour bâtir une stratégie en lien avec effectivement les scientifiques et les principales parties intéressées, je trouve que là, on a un véritable levier pour bâtir une véritable stratégie qui s'inscrit parfaitement dans les objectifs du futur FEAMP. Alors, je ne peux pas en dire plus sur le détail parce que bon, ça suppose des discussions qu'il faut faire remonter à la fois au comité État-région, donc qui lie l'État et les collectivités, mais à la fois aussi au niveau des discussions interministérielles qui peuvent y avoir, de faire remonter ces problématiques pour savoir comment on peut effectivement les embarquer, ça c'est clair, il faut les embarquer, et comment les traiter au mieux. Si ça n'empêche pas non plus qu'il puisse y avoir des contacts ou des demandes auprès directement des instances européennes, parce qu'on n'est peut-être pas le seul État membre à connaître ces choses. J'ai des collègues finlandais qui se battent contre les phoques, hein, qui attaquent les poissons qui sont dans les élevages, qui font des ravages phénoménaux. Ça serait intéressant de savoir aussi comment ils ont traité ce problème ou quels vecteurs ils utilisent de façon à mutualiser un peu tous ces enjeux et les traiter au mieux. Peut-être juste... Monsieur Itier, vous avez... Juste peut-être effectivement le complément, parce que Pierre a effectivement évoqué une complémentarité par rapport au FEDER. Je pense entre FEAMP et FEADER, notamment par rapport aux pollutions agricoles, c'est manifeste que là, il y a peut-être effectivement une réflexion. Et d'autre part, je rappelle que les conseillers régionaux sont actuellement responsables de la mise en œuvre de tous les fonds européens. Donc, c'est aussi peut-être non seulement, et je l'ai abordé, donc je ne le réaborde pas, au niveau interministériel de la politique générale, mais aussi une réflexion au niveau régional dans le cadre de stratégies régionales globales, outre les problèmes de développement locaux, qu'il faudrait peut-être effectivement aborder ça aussi. Très bien. Monsieur Itier, vous avez demandé la parole. Il faut mettre votre micro, monsieur. Ah oui, mais non, excusez-moi, j'ai dû faire une mauvaise manœuvre. Non. Je crois que les interventions précédentes en tout cas, insistent beaucoup sur cette idée des sujets qui sont aux frontières, soit géographiques, soit aux frontières des trois piliers de ce qu'on appelle dans le temps développement durable, hein, c'est-à-dire l'économique, l'environnemental et du social. Et s'agissant du fond, comment on construit des coalitions, comment on construit des partenariats qui permettent d'entrer non seulement sur un fonds, sur ce fonds-là, mais le cas échéant sur les autres, et le cas échéant même sur plusieurs. Ça me paraît être une préoccupation qui ressort des interventions de nos interlocuteurs. Enfin, c'est un sujet qui est très important et qui peut-être ne peut pas se traduire en termes de règlement, encore ou de programme opérationnel, mais par contre en tant que de pratique d'accueil des projets ou en tant que dispositif d'ingénierie de projet, là on peut peut-être trouver des réponses un peu sophistiquée, quoi, enfin un peu intéressante. Bien, qui veut intervenir? Moi, je me permets de changer de casquette, donc prendre celle du pôle aquimère pour parler d'aquaculture. Alors, je pense que il y a eu les contributions du CIPA, on a eu des réunions, etc. Mais sur l'aquaculture, je voudrais simplement insister sur le premier point, d'ailleurs dans la liste des priorités 2 qui est évoqué, celui de la gouvernance et de la simplification des procédures administratives, et en particulier sur tout ce qui concerne la gestion de l'espace. On a vu que sur le FEAMP, l'innovation en aquaculture ont été largement utilisées, les fonds se sont même avérés insuffisants. Donc, il y a manifestement, et on le voit nous tous les jours, une volonté de travailler sur le développement de l'aquaculture. Le problème, c'est que cette volonté a du mal à se concrétiser sur le plan économique par la mise en œuvre d'exploitations nouvelles. C'est un parcours invraisemblable aujourd'hui pour pouvoir avoir les agréments et exploiter un site aquacole. Alors, en mer, l'espace est compté, et à terre, puisque finalement, pour bien maîtriser la qualité de l'eau, les aliments, les effluents, etc., l'aquaculture en circuit fermé et inland est une solution, sauf que finalement, on voit qu'il y a peu de développement et de quantification. Il y a eu une nouvelle pisciculture, alors le CIPA en parlera mieux que moi, mais il y a eu une nouvelle pisciculture autorisée dans notre pays depuis 15 ans. Et il y a un grand nombre qui n'ont pas été renouvelés, sans doute parce qu'il fallait faire des normes et des choses comme ça. Après, tous les autres sujets
si on regarde l'évolution de l'aquaculture dans le monde, tout le monde sait que depuis 3 ou 4 ans, on commercialise dans le monde plus de produits issus de l'aquaculture que de la pêche. Le constat qui avait été fait par l'Union européenne était que l'aquaculture européenne, l'Europe très consommatrice de produits aquacoles, est une très faible productrice, c'est-à-dire 3% de la production mondiale, quelque chose comme ça. La Norvège n'est pas bien sûr pas dedans. Et la seule solution, c'est non pas d'avoir une part importante des marchés sur le plan de la quantité, nous n'y arriverons pas, mais d'être dans le haut du panier, en tout cas des consommateurs, d'où toutes les mesures qui sont toutes nécessaires, qui sont énumérées derrière, c'est-à-dire un produit sain, tracé, sécurisé, en respectant le bien-être animal, enfin en faire un produit un peu de haut de gamme, à condition d'avoir des lieux de production. Et aujourd'hui, on voit bien qu'entre la volonté des professionnels, les intentions d'avoir une aquaculture d'excellence et les possibilités de réalisation et de concrétisation, il y a beaucoup de problèmes qui se posent, qui sont liés à la lenteur des procédures en cours et à la difficulté d'avoir des espaces consacrés à l'aquaculture. Bien, Pierre, je crois qu'on peut souscrire au propos de M. Missonnier. Hein, c'est vrai que… Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un constat qu'on partage parce que, certes, il y a la préparation du programme opérationnel FEAMP, mais vous savez qu'en parallèle, il y a aussi actuellement, entre un autre service de la DPMA, des travaux qui se réalisent pour le consolider ou nettement conforter ce qu'on appelle le plan stratégique national du développement de l'aquaculture, hein, qui était une condition préalable au dépôt du programme opérationnel dans cette période de programmation. Et là, il y a cette phase d'actualisation qui est un travail acharné sur lequel, effectivement, l'installation est prise en compte, parce qu'il y a, je ne dirais pas un gros problème, mais il y a un réel souci d'avoir à la fois des nouveaux installés sur les espaces qui font bien, sur la modernisation des entreprises qui peuvent reprendre ou créer, sur la qualité des produits qui vont sortir, effectivement, parce qu'il y a une grosse attente de la part des consommateurs, et puis, effectivement, sur le partage de l'espace. Alors, tout ça, ce sont des réflexions en cours qui avancent et qui seront bien évidemment embarquées dans les dispositions du futur programme opérationnel. Ce n'est pas un sujet qu'on oublie. Après, c'est vrai que c'est une problématique générale de compétitivité de l'aquaculture française et encore mieux européenne sur un plan mondial. C'est vrai que les produits, en matière d'aquaculture, la France n'est pas en autosuffisance. Ça, c'est clair. Hein. On importe beaucoup de produits et il faut limiter au maximum cette dépendance. Et justement, c'est ce qui fait aussi une partie de l'attractivité du boulot. On a discuté avec des lycéens qui sont en train de se former actuellement et il faut leur ouvrir des perspectives. Donc, on ne peut que partager l'appréciation de M. Missonnier, tout à fait. Oui, et j'insiste parce que tous les travaux de recherche et développement qui sont faits et qu'on ne réédite pas ce qui s'est passé, je crois, dans les années 70 ou 80, où on était au niveau de la recherche et de l'innovation en aquaculture, en particulier Ifremer à l'époque, très à la pointe. Et finalement, tous ces fonds dédiés à la recherche et à l'innovation, ils ont bénéficié par la suite à ceux qui ont su produire et pu produire et trouver les conditions pour produire. Très bien, alors peut-être en dehors de nos frontières nationales, voire même européennes. Donc peut-être on peut là encore faire quelques coups de sonde sur les participants. Moi, j'ai toujours pas la liste des participants, mais en gros, est-ce qu'il y a, à part l'Union des CPIE, que je remercie, d'autres représentants des ONG de protection de l'environnement? Est-ce qu'il y a, parce qu'ont été invités en fait l'ensemble des membres de la commission permanente du comité de façade, plus quelques autres dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des associations de protection de l'environnement ici, FNE ou pas? Non? Est-ce que vous voulez intervenir? Non. Est-ce qu'il y a des syndicats de salariés? Parce qu'on a lancé une invitation, je crois qu'il y a la CFDT, enfin, évidemment, les salariés de la filière, les travailleurs de la mer, la CFDT, la CGT, non? L'organisation des cadres? Non, ils sont pas là. Est-ce qu'on a des représentants de l'association de consommateurs qu'on a également invités? Non, on ne les voit, on les entend pas. Jacques, il y a, oui. Jacques, il y a peut-être M. Martin qui a posé une question sur le chat. Alors, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a demandé, M. Martin? Alors, je pense qu'il doit être là, mais c'est peut-être plutôt à lui. M. Martin. Oui, je suis là. Alors, M. Martin, vous oui, avez... en fait, je suis. Je vous en prie, M. Martin.
Oui, bon, je suis un voisin, mais je m'intéresse au sujet. Moi, je suis le référent maritime de la Directe Bretagne-Pays de la Loire. Mais je suis aussi, ça c'est sur la partie le champ de travail, mais je suis aussi chargé de représenter la Directe sur le contrat d'objectifs avec la région pour la filière halieutique, on va dire, hein, de la poissonnerie, la pêche, la conchyliculture, etc. Et comme en parcourant le document, entre autres sujets, c'est ce que j'ai mis un peu dans le chat, hein, oui. Est indiqué améliorer l'ergonomie, les conditions de travail, la sécurité des navires et des marins, la santé, l'hygiène. Et je posais la question, hein, d'autant qu'il y a plusieurs acteurs là. Alors, il faut savoir qu'en Bretagne, Pays de la Loire, d'abord, il y a une convention, la seule en France, de partenariat entre les deux directs, la DIRMNAMO et les deux comités régionaux des pêches pour la prévention des risques professionnels. Là, c'est par rapport à un des sujets que j'entendais tout à l'heure. Mais là, je soulevais la question comment peut-être mobiliser le FEAMP et jusqu'où, en quelque sorte, peut-il être mobilisé sur ce sujet-là. Voilà, je suis très succinct, j'ai un certain nombre d'idées, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était d'entendre à la fois l'interaction de l'ensemble des acteurs ici présents, puisqu'il y a des sujets qui sont transversaux, hein, quand on regarde l'accidentologie, quand le BEAMER fait une enquête, les analyses sont nationales, voire internationales. Donc, elles intéressent tout le monde. Voilà, merci. Très bien, merci Monsieur Martin. Alors, poser cette question de la dimension sociale, hein, de cette affaire, la dimension des conditions de travail. Pierre, comment pouvez-vous répondre à cette interpellation de Monsieur Martin? Si vous voulez, depuis le FEP, hein, le FEAMP actuellement et le futur, bon, c'est l'amélioration des conditions de travail, la sécurité à bord des marins, la santé, l'hygiène en matière de pêche, mais également en matière d'aquaculture sont prises en compte. Hein. Il y a des mesures spécifiques qui existent. Si en matière d'aquaculture, nous n'avons pas vraiment de blocage réglementaire sur l'amélioration de ces conditions de travail et de sécurité, en matière de pêche, la difficulté, c'était, enfin, c'est toujours établi, c'est que l'âge de la flotte de pêche est plutôt avancé. Hein. Ce sont des flottes de pêche qui sont assez vieillissantes avec des navires qui ne sont plus très jeunes. Donc la question, effectivement, s'était posée de savoir est-ce qu'on améliore ces navires, on les modernise en quelque sorte en mettant l'accent sur ces conditions de travail et de santé et de sécurité à bord, ou est-ce qu'on autorise la mise en œuvre par un financement public, la construction de nouveaux navires de pêche. Ça, le rejet est catégorique au niveau européen, pas d'aide publique pour la construction de nouveaux navires. Il n'empêche que, au regard des dispositions, et notamment de l'accidentologie que soulevait notre collègue, là, hein, c'est au niveau de la mortalité au travail, c'est quand même la pêche qui est le plus fort taux, et que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, il est important de maintenir ces mesures de modernisation. Alors, pour l'instant, elles existent, elles seront vraisemblablement et très certainement reconduites. Peut-être que je ne sais pas quelles seront les conditions de mise en œuvre, puisqu'il faut établir ces mesures, par une incitation un peu plus grande à moderniser ces navires, ça peut être une option envisagée. Mais à ce stade, je ne peux pas faire de réponse plus précise. C'est une préoccupation de tous les jours, puisque nous y travaillons régulièrement. Vous savez que lorsqu'on modernise un navire et qu'on touche à sa coque ou à son moteur, il y a systématiquement l'avis du centre de sécurité en mer, hein, pour voir si effectivement on ne met pas les marins qui sont à bord en difficulté lorsqu'on modernise un navire. On a aussi, on a eu un grand débat, pour vous citer très rapidement, sur un bulbe d'étrave, hein, qui permet à un navire de mieux flotter en quelque sorte, mais il fallait toucher à la jauge, et là on se heurtait rapidement. Si on touche à la jauge, donc est-ce qu'on n'augmente pas la capacité du navire à toucher du poisson, alors qu'on était sur des mesures de sécurité strictes. Donc voilà, il y a un juste milieu à trouver avec effectivement tous les éléments nécessaires, mais c'est loin d'être un sujet qui est oublié, c'est même une orientation qui est assez forte déjà sur le FEAMP actuel et qui sera maintenue sur le prochain. Très bien. Vous permettez, c'est important. Oui, si vous permettez, je vais partiellement réagir pour susciter un exemple. Effectivement, je suis aussi membre de la commission régionale, on devrait dire interrégionale dorénavant de sécurité, hein, dès lors qu'il y a des modifications essentielles sur les navires, notamment les navires de pêche. Et vous avez, à titre d'exemple, de réglementations spécifiques, par exemple sur le bruit, puisqu'on a depuis 1999 la possibilité pour les marins, ce n'était pas le cas avant,
d'être reconnus victimes d'une maladie professionnelle, et notamment le tableau 42 sur la surdité. Or, on se rend compte sur un plan technique, sans modification des navires, par contre, des contraintes ou des difficultés pour les chantiers en lien avec les armateurs, de trouver les moyens. Alors, la notion de moyens peut comprendre plusieurs dimensions, hein, je pense que vous le comprendrez, pour satisfaire des conditions de travail, et on intègre, et vous l'avez dit, la pêche artisanale est quand même la plus importante, donc le patron est directement concerné aussi pour améliorer ses conditions de travail à bord de ces navires. Donc sans modification de la coque et de ce dont vous avez parlé, et je suis assez d'accord, sachant que dans Centre de sécurité des navires, rappelons que l'inspecteur de la sécurité des navires est aussi inspecteur maritime, si on prend le titre exact de la fonction. Donc moi, j'en reviens au questionnement de la mobilisation des moyens, y compris sur ces aspects-là qui touchent au quotidien. Le bruit, c'est un exemple, les vibrations en est un autre. Est-ce que là, il y a la possibilité de mobiliser des moyens pour que les conditions de travail à bord s'améliorent de manière beaucoup plus fine qu'aujourd'hui? Parce qu'on constate, en tout cas en Bretagne, Pays de la Loire, mais c'est juste par comparaison, je sais qu'on est un petit peu en avance sur l'ensemble du territoire, que c'est une problématique partagée sur le plan national. J'espère que vous m'entendez. Oui, vous avez très bien entendu, oui. Ok, voilà pour illustrer un exemple où on ne modifie pas la coque, mais pourtant l'interrogation de la mobilisation du FEAMP pourrait se poser. C'est pour ça que je soulève sur le champ de l'étendue de l'application du FEAMP en la matière. Oui, j'interviens à nouveau rapidement. Je partage complètement cette intervention. Et alors, bien évidemment, puisqu'il y a quand même beaucoup de sujets sur l'attractivité des métiers, donc le confort à bord ou l'amélioration du confort à bord est évidemment une notion essentielle. Mais ça rejoint aussi moi j'entends mal. D'ergonomie, tout ce qui est amélioration. Oui, pardon. Ça, vous m'entendez? Oui, Allô? là on entend. Là on entend. Bon, je passe. Oui, alors il y a évidemment tout ce qui est confort de l'équipage. Il y a beaucoup de lignes sur l'attractivité des métiers. La notion de confort, de sécurité à bord est essentielle parce qu'on va avoir un vrai problème de recrutement dans cette filière. Enfin, on l'a déjà et j'ai peur que les choses ne s'améliorent pas. La contrainte sur la jauge, alors moderniser une flotte qui aujourd'hui est ancienne, ça va être une nécessité. Effectivement, les verrous qui sont posés au niveau de la jauge posent des tas de problèmes et au-delà de l'ergonomie sur l'amélioration de la qualité à bord, le traitement des captures indésirables, puisqu'il y a beaucoup de sujets quand même sur l'obligation de débarquement. Tout ça, c'est de l'espace. L'amélioration des captures, un meilleur tri. Aujourd'hui, on est tellement contraint par ces problèmes de jauge qu'on ne peut même pas envisager ces améliorations sur les navires si ce verrou-là ne saute pas. Enfin, on n'est pas aménagé, je ne sais pas s'il faut qu'il saute. Il est bien évident que l'amélioration de la jauge, et ça, on a tous compris, la politique suivie par l'Union européenne de gestion de la ressource ne doit pas être destinée à améliorer la productivité ou les capacités de pêche des navires, mais en tout cas moderniser, que ce soit au niveau de la qualité des produits, au niveau du confort de l'équipage, sans... Monsieur Missionnaire a mis son micro. Là, il a coupé son micro. Mais Pierre, est-ce que les problèmes qui sont posés par nos interlocuteurs relèvent du champ couvert par le FEAMP, ce qui ne semble pas, ou est-ce que ça relève de la difficulté pour les gens qui rencontrent ce type de problème d'accéder au fonds?
voyez ce que je veux dire? C'est qu'on comprend, peut-être ma remarque n'est pas bonne, mais qu'un petit pêcheur qui a plein de contraintes professionnelles et qui voudrait améliorer le confort, la sécurité, tous les éléments qui ont été dits par nos interlocuteurs, et soit pas le temps de le faire, soit pas les moyens, soit trouve pas l'appui nécessaire. Donc, est-ce que c'est un problème de définition du périmètre des possibilités d'intervention du fonds ou d'accès pour les gens qui auraient les besoins qui ont été indiqués par nos interlocuteurs au fond lui-même? Ou est-ce que c'est les deux peut-être? En fait, il y a les deux, parce que le fonds n'interdit pas la modernisation à bord des navires, y compris l'ergonomie. Hein. On a financé les ergonomies, enfin l'amélioration de l'ergonomie, par exemple, de la cabine de pilotage, si je puis dire, hein, parce qu'il y a beaucoup de matériel qui est embarqué sur ces bateaux, il y avait des difficultés de circulation à bord. On a amélioré aussi l'ergonomie sur les zones de travail, sur les bateaux de pêche, parce que vous savez, quand un bateau est en pêche, les câbles sont tendus, c'est hyper dangereux, donc il y a des choses. On a couvert aussi les zones de travail, enfin, il y a eu tout un tas d'améliorations de choses qui se sont faites. Mais la vraie question, effectivement, c'est celle que tu poses, Jacques, et que pose notre interlocuteur, c'est les modalités d'accès à l'aide. Hein, c'est vrai qu'un armement accède plus facilement, je dirais, à les reins un peu plus solides économiquement que le petit pêcheur. Il n'empêche que sur la prochaine période de programmation, un accent particulièrement est mis particulièrement sur une aide plus intense au profit de la petite pêche côtière, hein, c'est-à-dire des petits métiers, des petits navires de pêche qui sortent le matin, qui rentrent le soir, ou voilà, ces choses-là. Donc c'est dans ce cadre-là, effectivement, au travers de l'accès à l'aide et des grands débats sur la simplification de l'accès à l'aide auprès des bénéficiaires que ça pourrait être traité. Donc oui, c'est quelque chose qui remonte, qui est identifié. Il reste maintenant, et c'est l'objet de ce débat, de les traduire effectivement en mesures efficaces et effectives, de façon à permettre au moins à une majeure partie de ceux qui souhaiteraient y accéder toutes les facilités pour pouvoir effectivement avoir les bonnes conditions de travail, en quelque sorte. Peut-être une interrogation. Si j'ai bien compris, effectivement, M. Missonnier insistait sur les problèmes de jauge. Alors, si je me rappelle bien, par rapport aux capacités de capture, il y a l'aspect de kilowatts et de jauge. Donc, est-ce que sans modifier la capacité de capture, on peut néanmoins avoir un peu plus de souplesse sur la jauge, notamment pour reprendre ce que M. Missonnier disait, à la fois sur des problèmes de confort, de meilleur traitement à bord, de capture accessoire, etc., etc. Ou est-ce que c'est totalement exclu? Non, c'est une très bonne question et sur laquelle on a réagi. Vous savez que le règlement FEAMP n'est pas encore en cours de négociation et la France a introduit avec l'Italie et l'Espagne une modification spécifique du règlement permettant de dissocier les problèmes de jauge des problèmes de sécurité à bord. Hein, et qu'on a dit qu'effectivement, dès lors que la mise en œuvre de mesures de sécurité, de santé à bord était nécessaire sur un navire ou était envisagée, il était hors de question que les problématiques de jauge ou de kilowatts viennent interférer là-dedans. Hein. C'est-à-dire qu'on a demandé à ce que soit exclu ce problème de capacité du navire à stocker du poisson pour bloquer toutes les mesures ou le développement ou la mise en œuvre des mesures de santé, de salubrité et de sécurité à bord. C'est une proposition qui a eu un écho plutôt favorable de la part des autres États membres, y compris après un débat assez intense auprès du Parlement européen. Et objectivement, on a assez bon espoir que cet amendement, en quelque sorte, puisse être retenu dans le futur règlement et permettra effectivement de dissocier les problèmes de jauge kilowatts, c'est-à-dire la capacité d'un navire à pêcher au regard des conditions de vie et de sécurité à bord. On a bon espoir. Maintenant, on est 27. Hein. Je pense, parce qu'il y a un certain nombre de questions, mais il y a aussi, et je pense que Jacques insistait là-dessus, sur des propositions. C'est-à-dire que les participants peuvent et sont incités à faire des propositions. Est-ce que, notamment sur cet aspect-là, les uns ou les autres ne pouvaient pas faire un cahier d'acteurs ou une proposition pour formaliser effectivement ce type de demande? En commentaire, simplement, je pense que pour nous, les représentants des professionnels ont un rôle majeur dans la mobilisation aussi des institutions et des acteurs. Hein, ils sont pour nous au centre des démarches et ils sont, je dirais,
le socle sur lesquels s'appuyer parce qu'ils sont les meilleurs experts des outils de travail qu'ils mobilisent, que ce soit en conchyliculture, que ce soit à la pêche. Et c'est pour ça que dans notre région, mais je pense que ça peut se faire dans toutes les régions, la co-construction des réponses, le partenariat sont des éléments essentiels. Après, c'est une volonté et des moyens que les uns et les autres doivent mobiliser. Très bien. Oui, nous avons d'ailleurs sensibilisé les têtes de réseau. Il y a eu des débats au niveau il me semble, du Comité national des pêches qui a appuyé la demande de la France auprès de l'Union européenne par ces biais d'intervention, c'est-à-dire, je crois, par des interventions parlementaires qui ont permis de relayer un peu ce souhait que nous avions exprimé. Mais effectivement, il faut mobiliser les réseaux de façon à ce qu'il y ait une belle synergie qui donne du poids un peu aux interventions qu'on peut avoir dans un système un peu on va dire, élargi de 27 États membres qui discutent d'un sujet où une bonne partie, bon, on dit nous on est intéressés, d'autres pas. Voilà. Mais en tout cas, le problème, pour terminer là-dessus, est bien identifié, on l'a fait remonter, on a introduit les amendements nécessaires au niveau, bien évidemment, de la représentation permanente à Bruxelles, donc l'ambassade de France auprès de la Commission européenne, et on a fait relayer ça aussi par les têtes de réseau professionnels. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions qui se posent de la part, j'avais commencé à faire un tour tout à l'heure, est-ce qu'il y a des représentants des associations de consommateurs, par exemple? Les sujets d'aval de la filière, une qualité des produits, de label, bon, donc non, personne de ces personnes qui ont été invitées, des ports aussi, des représentants des ports, parce que en matière d'équipement de port de pêche, le FEAMP est amené à intervenir. Est-ce qu'il y a des représentants ici? Non. Et peut-être du comité, madame, du comité des pêches peut-être, ou des gens qui font un peu la coordination de tout ça? Non, pas d'intervention particulière? Non? Si je peux me permettre, oui. Oui, je vous en prie. Je vous en prie. Oui. Anthony Vira du comité des pêches des Hauts-de-France. Oui, je vous en prie, M. Vira. Alors, j'avoue, j'ai pas encore eu le temps de lire tout le document. Donc, je me ferai un cahier d'acteurs où je ferai remonter les questions que j'ai plus précises par écrit. Mais je rejoins ce qui a été dit sur l'aspect façade plutôt que région. Hein. Et encore, j'irai même plus loin. Je trouve que des fois, il y a des projets qui peuvent concerner aussi bien les Hauts-de-France, la Normandie que la Bretagne. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte là-dessus. Ce qui a été demandé lors du FEAMP actuel, qui a été très compliqué, c'est les histoires de complexité administrative. Donc, ce qu'on a demandé maintes et maintes fois, c'était de la simplification. Donc, on verra si la prochaine programmation sera plus simple à mettre en œuvre. Parce que nous, au niveau des comités des pêches, on baigne là-dedans en tant que permanent. Mais c'est vrai que pour des patrons pêcheurs, des professionnels, souvent ils laissent tomber quand ils doivent déposer un truc. Ça les rebute complètement. Vous avez demandé quelles améliorations, M. Vira? Sur la simplification? Oui. En fait, nous, ça a été assez compliqué au niveau régional. Alors, je ne sais pas si la région Hauts-de-France est là ou pas. On en a beaucoup parlé, mais c'est par exemple pour le fonctionnement des GALPA. Je crois qu'il y a Tiffaine Jaouen du GALPA des Trois Estuaires qui est en ligne, il me semble. Il y a un avis d'opportunité, un avis de sélection, un comité de sélection. Mais après, il y a plusieurs, je crois que ça passe par 4 ou 5 avis de sélection au niveau de la région. Et ce qui fait que des fois, entre le moment où on a déposé le projet, où on s'est lancé dedans, parce que dans les GALPA, il y a un peu plus de souplesse, et au moment où on arrive à la liquidation, on se rend compte qu'il y a des fois des actions qui sont plus finançables, puisqu'il y a des décisions qui ont été prises et qu'on n'était pas au courant. Et c'était un peu compliqué pour ça, sans parler de l'aspect paperasse administrative pure et dure. Ça, quand on a compris comment ça marche, ça va. Mais alors, là, comme je le disais tout à l'heure, nous, en tant que permanent, on peut le faire, mais pour des patrons pêcheurs qui ont une entreprise à faire tourner par ailleurs, c'est un peu lourd. Mais voilà, cet aspect où on nous disait que c'était OK, puis au final, c'était plus OK.
Donc voilà, c'est ce qui est attendu. Enfin, moi, en tout cas, moi personnellement, ce que j'attends du nouveau FEAMP, c'est aussi cet aspect plus simple. Et j'avais une remarque aussi sur les appels à projets. C'est vrai qu'il y a certaines mesures qui fonctionnaient par appel à projet. Donc, je peux comprendre en termes de gestion de l'enveloppe que c'est plus simple de fonctionner comme ça. Mais des fois, nous, en tant que porteurs de projet, c'est difficile d'attendre qu'il y ait un appel à projet sur telle ou telle mesure qui sorte, alors qu'on a un besoin rapide de connaissances. Je pense à un projet qu'on a monté pour faire des évaluations de stock, où en fait, on a perdu 1 an en attendant un appel à projet pour pouvoir déposer notre projet. Des appels à projet de la région ou des appels à... Non, c'était un appel à projet national, celui-là. C'était la mesure 28 de mémoire, des partenariats scientifiques pêcheurs. Et je peux comprendre en termes de gestion que ce soit plus simple, mais voilà, il y avait un besoin important d'acquérir de la connaissance sur de la ressource. Et c'est vrai qu'on a perdu 1 an parce qu'on attendait que l'appel à projet sorte. Bien. Pierre, vous pouvez répondre sur ce point particulier des appels à projet? Pas sur les appels à projet particulièrement, mais je crois que la question de notre collègue là porte sur tout l'accompagnement du porteur de projet dans l'accès à l'aide FEAMP. Ça, c'est vrai que c'est un problème identifié. C'est quelque chose qui, je dirais pas qu'il est complexe à mettre en œuvre parce que ça mobilise de l'assistance technique, ça mobilise des compétences, ça mobilise aussi des sessions de formation, aussi bien auprès des porteurs de projets que des services qui sont chargés de mettre en œuvre ces éléments. Je crois que là, le sujet est, enfin, c'est pas que je crois, j'en suis sûr, le sujet est bien identifié parce que, contrairement au secteur de l'agriculture où il y a des chambres d'agriculture qui accompagnent les porteurs de projets, nous n'avons pas, nous, ce genre d'établissement et on a, enfin, les professionnels ont une tendance assez naturelle à se porter ou à les regarder vers leur tête de réseau, hein, qui sont bien évidemment pas souvent équipés en personnel pour suivre tout ça. Donc, l'idée, c'est de renforcer un peu de mettre en place un véritable réseau d'accompagnement et d'assistance technique auprès des porteurs de projets. Après, reste la manière de le faire. Est-ce qu'on s'appuie sur les comités des pêches? Est-ce qu'on s'appuie sur les organismes qui existent déjà au niveau national, comme ce qui accompagne les entreprises actuellement sur lesquelles on pourrait marcher? J'ai oublié le nom, mais ça reviendra. Donc là, il y a un véritable réseau à bâtir. C'est vrai aussi que les relais qui sont utilisés pour aider les porteurs de projets, dans certaines régions, c'est le DLAL, c'est le développement local par les acteurs locaux, c'est des stratégies qui sont mises en œuvre au niveau régional avec la mobilisation de tout le monde. C'est vrai que le service instructeur est là bien pour instruire un dossier, mais il est là aussi pour accompagner et pour renseigner au mieux le porteur de projet. C'est peut-être ces mises en ligne, enfin ces corrélations de ces différents réseaux, peut-être à avoir un point unique, un guichet d'entrée, si vous voulez, au niveau régional pour avoir ces informations et après orienter vers le demandeur, vers le montage vraiment de son dossier. Une sorte de facilitateur, hein, pour reprendre un terme qui est mis en œuvre dans d'autres États membres. Voilà, donc ça, c'est des questions qui sont actuellement, qui ont été débattues, hein, et soulevées déjà par les têtes de réseau professionnels, que ce soit pêche ou aquaculture, sur lesquelles, effectivement, on regarde comment on peut faire au mieux, et puis accompagner, effectivement. Je suis entièrement d'accord sur les problèmes de simplification, on est les premiers à les subir, hein, les complexités de la mise en œuvre, mais la déclinaison, il ne faut pas qu'en fin de chaîne, il y ait quelque chose qui soit quasiment obscon ou complètement comment dire, obscur pour le bénéficiaire, ce n'est pas le but. Donc le sujet de l'accès et de l'accompagnement est un sujet effectivement majeur dans la future période de programmation. Oui, mais quand même sur l'appel à projet, la réponse c'est quoi? Ça va continuer le système d'appel à projet ou ça, c'est un système qui a été mis en place là, sur cette période pour certaines opérations. Bon, il y a un établissement public qui était chargé de faire ça, ces appels à projet, hein, c'est publié, il y a un site dédié. C'est qui les établissements publics? C'est informations avec les dates dans lesquelles il faut répondre, le document, le pré-document à déposer. Après, ça passe entre des mains d'experts qui disent oui, le projet est viable, ou oui, il est intéressant, ou il ne l'est pas. Et il y a une sélection naturelle qui se fait comme tout appel à projet. Mais c'était moins là-dessus que portait la remarque de M. Vera, Pierre, que
parce que ça, on voit comment ça marche un appel à projet, mais que sur le fait que les appels à projet soit venaient un peu tard, soit qu'ils étaient décalés, soit. Et puis par ailleurs, ils indiquaient qu'il y avait des règles du jeu qui avaient changé en cours de route. Est-ce que c'est exact? Ou M. Vieira peut-il repréciser ce qu'il en était? Non, l'appel à projet, il ne sort pas après la date de limite du dépôt du dossier. L'appel à projet, il est publié bien avant, hein, puisque généralement, il y avait entre 3 et 4 mois pour déposer les opérations. Ensuite, voilà, il y a peut-être regarder dans le cas particulier ce qui s'est passé, mais une fois que l'appel à projet est lancé, changer les règles du jeu en route. Non, mais c'est le principe de l'appel à projet qui compose. Le principe. Non, oui, moi ce que je disais par rapport à l'appel à projet, ce que je disais, que je comprends parfaitement que pour les services instructeurs, ce soit plus simple la gestion d'un appel à projet, mais que des fois, vu les actualités qu'il peuvent y avoir, de pouvoir déposer des projets au fil de l'eau, c'est quand même beaucoup plus souple que d'attendre un an avant d'avoir qu'on sait, tiens, on va rouvrir la mesure 28 dans 3, 4, 5, 6 mois. C'est ça ma question. Moi, voilà, sur un projet, j'ai perdu un an parce que j'ai attendu que ça s'ouvre. Sur les histoires que je disais sur des règles changées, ça c'était plus en local, où on déposait un projet, on nous disait que c'était OK, et puis au final, au niveau de la relecture qu'il y avait au niveau de la région, ça passait plus. Alors ça a été des erreurs qu'il y a eu au début. Maintenant, avec avec la région, les GALPA, ça se passe très bien, mais c'est vrai que ça avait mis pas mal de complexité dans le processus au début de la programmation. Mais maintenant, ça se passe bien. Je crois même qu'au niveau de la région Hauts-de-France, ils sont favorables à ce qu'on mette un troisième GALPA pour la prochaine programmation. Mais sur les histoires d'appel à projet, c'est plus simple de pouvoir déposer au fil de l'eau. Oui, pourquoi pas au fil de l'eau? Pourquoi il n'y a pas les deux possibilités d'une certaine façon? C'est quoi l'intérêt qu'il y ait des appels à projet? Sur certaines mesures, ça a été décidé au début de la période de programmation qu'il y avait des mesures qui se réaliseraient par appel à projet, notamment. Oui, mais là pour la fois qui vient. Non, mais je finis. Ça a été décidé là-dessus, ça a été comme ça. Ensuite, il y a d'autres mesures, vous déposez au fil de l'eau les choses. Il n'y a pas de difficulté. Et ensuite, c'est du calendrier des comités de sélection ad hoc. Tout ça, ça dépend de la nature de la mesure. Il y a des mesures, oui, qui dès le départ peuvent se faire que par appel à projet, c'est clair. Et une des raisons pour lesquelles ça se faisait, c'est que au départ, notamment en innovation d'aquaculture, personne n'avait véritablement une grande idée de savoir ce qu'on entendait derrière, et qu'on a laissé la main aux porteurs de projets pour effectivement donner plus de souplesse.
Merci, monsieur Holler, vous avez demandé la parole. Ouais, non, je voulais abonder sur ces difficultés à la fois de dépôt, mais aussi de conduite de projet. C'est pour ça que d'ailleurs j'insistais sur aussi la cohérence, parce que même sur des projets qu'on dépose à l'échelle des façades, on peut avoir deux interlocuteurs différents d'un service sur le même service instructeur qui n'a pas forcément les mêmes demandes et les mêmes exigences. Et ça, c'est vraiment assez désagréable. C'est lesquels, monsieur? C'est lesquels? Quels sont ces services? Je dénonce pas. Non, mais enfin, c'est pour qu'on sache. Ce que je veux dire, c'est que sur nos projets à l'échelle de la façade, certains projets, l'ensemble des projets étaient pilotés par la DIRM, et entre la DIRM de Caen et la DIRM de Boulogne, on n'a pas les mêmes exigences et les mêmes demandés, ça devient très compliqué. Et en plus, alors là, c'est pas de leur faute non plus, hein, c'est que les règles ont évolué en cours de programmation, et ça, on en est tous conscients. Et du coup, les règles évoluant, ça suscite aussi des difficultés, et pour le coordinateur et pour les partenaires. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette difficulté d'instruction et de suivi et de conduite, alors comme ça a été dit, hein, empêche certaines personnes ou structures qui ont des sujets intéressants à déposer, qui ne déposent pas pour ces raisons-là. Parce que premièrement, ça de fait, ça génère des difficultés, il n'y a pas forcément le personnel adapté, mais ensuite, ça génère aussi une situation financière délicate, parce que plus on prend de retard et plus on nous demande de choses sur les remontées de dépenses, et du coup, c'est une avance de trésorerie que certaines structures ont du mal à absorber quelque part. Et par conséquent, ces complexifications, ces changements de règles, ces règles qui ne sont pas homogènes d'un endroit à un autre, génèrent encore plus de complexité sur les dossiers. Très bien. Pierre, vous voulez faire une remarque là-dessus? Oui. Non, avant, il y a Dominique Thomas et Alexia Courdan qui ont demandé la parole. Très bien. Parfait, excusez-moi. Oui, merci. Dominique Thomas de l'organisation de producteurs CME Manche-Mer du Nord à Boulogne. J'ai une question un peu pratico-pratique concernant justement la mise en place des dossiers. Et on est parti là sur une année blanche en 2021, encore apparemment au vu des calendriers. Et je me disais que si on aménage encore le logiciel Osiris à la suite du nouveau FEAMP, est-ce qu'on ne va pas se retrouver encore une fois avec des délais de montage de dossiers et de paiement qui vont se retrouver dans 1 an, dans 2 ans? Donc, est-ce qu'il y a modification prévue du logiciel Osiris et comment on peut faire pour aller au plus vite pour qu'on puisse déposer des dossiers? Très bien. Donc, il y avait une deuxième personne qui avait demandé à poser une question. Oui, bonjour, Alexia Courdan, Madame Courdan, du régional des pêches de Normandie. En fait, oui, je voulais juste intervenir pour dire que j'étais tout à fait d'accord avec les dernières interventions de mes collègues par rapport à la complexité administrative, la lourdeur administrative, le délai d'instruction qui est trop long et les délais de paiement qui sont trop longs et qui découragent jusqu'à des structures comme les nôtres d'organisation professionnelle, parce que on a quand même des effectifs limités et des moyens limités. Moi, pour donner un exemple, j'ai travaillé sur un projet qu'on a déposé en 2016, qui a été accepté au bout de seulement 1 an et pour lequel j'attends encore, alors qu'il est terminé depuis fin décembre 2019, le deuxième paiement, demande que j'ai envoyée en 2018. Et on est fin 2020. Donc, autant vous dire que sur les avances de trésorerie, c'est pareil, ça peut être compliqué pour certaines structures et ça décourage petit à petit de faire appel à ces fonds-là. Et donc, si c'est compliqué pour nous, ça l'est forcément aussi pour les pêcheurs qui n'ont pas forcément, en plus de centres de gestion ou de comptables, pour les accompagner dans les démarches administratives. Et dans ces cas-là, nous, on ne sait pas vers qui les renvoyer parce qu'ils n'ont pas d'interlocuteur. Donc, c'est vrai que si on pouvait avoir un moyen de financer un accompagnement pour tous les pêcheurs artisans qui ne savent pas vers qui se tourner pour pouvoir monter ces dossiers qui sont complexes, ça pourrait être un vrai plus pour pouvoir utiliser les fonds
de façon optimale. Très bien. Merci, madame. Est-ce qu'une troisième personne avait demandé la parole ou est-ce que Pierre, vous pouvez faire le point avec les deux précédents? Pour reprendre globalement ce que disaient les interlocuteurs précédents, bon, effectivement, le problème de l'accompagnement est extrêmement important et notamment la nécessité d'une harmonisation pour avoir des délais de prise en compte les plus rapides possibles. Ensuite, effectivement, il y a un autre point, c'est le délai de réalisation de l'opération. Donc ça malheureusement, bon, à notre niveau, on ne peut pas y faire grand-chose. Ça dépend en grande partie du porteur de projet. Et bon, l'accompagner, c'est une nécessité. Renforcer les équipes d'accompagnement, ça, c'est aussi un problème bien identifié et qu'on essaie de traiter. Sur la question de Dominique Thomas, effectivement, est-ce qu'il y aura une année blanche? Non, parce que au regard de la crise de Covid-19, la Commission a reporté les délais de fin de programmation. Donc, on peut continuer à engager à partir de 2021 sur cette période de programmation et avec des paiements qui vont jusqu'en 2024. Donc, logiquement, il n'y aura pas d'année blanche et on continuera sur la lancée qui est bien évidemment ensuite dans les limites disponibles des fonds communautaires, donc de l'enveloppe nationale. Donc là, de ce côté-là, vous pouvez être assuré, c'est un sujet qui est traité. Quant à l'utilisation de l'outil, Osiris, effectivement, au début, il a eu quelques difficultés à se mettre en œuvre, à se dérouiller, comme on dit, mais il n'est pas tout jeune. Et d'un autre côté, maintenant, ça fonctionne plutôt bien. Donc, il y a eu de nettes améliorations. Par la suite, effectivement, est-ce qu'on continuera à utiliser cet outil ou pas? Il y a des travaux qui sont en cours, pour rien vous cacher, qu'on est en train de développer pour avoir un outil qui, pour une fois, embarque dès le démarrage nos problématiques. Rien que pour mémoire, je vous signale que pour l'avoir vécu sous le FEP, on est monté sur un outil qui s'appelait Présage, qui n'était pas dimensionné pour la pêche. On montait sur une plateforme qui était située en Martinique, c'est vous dire le précis. Ensuite, Osiris était conçu pour faire des paiements de grande masse, qui était un outil destiné à la PAC, à la politique agricole commune, qu'il a fallu adapter après aux spécificités de la pêche, qui sont non pas des paiements de grande masse, mais des dossiers individuels. Donc tout ça s'est quand même nettement amélioré, et que par la suite, effectivement, fort de ces expériences, eh bien, on regarde ce qui sera. Mais je peux vous rassurer, sur la période blanche, non. Objectivement, il ne devrait pas y en avoir, parce que les textes sont sortis, et la Commission a donné son aval pour continuer sur la prochaine période de programmation, jusqu'à ce que ça se mette en œuvre le dispositif actuel. Pas de période blanche et Osiris en discussion. Oui, je vous en prie, madame. Oui, excusez-moi, Ingrid Bosseigneur de la DPMA, si je peux me permettre de compléter les propos justement au niveau du logiciel Osiris. Donc clairement, il n'y aura plus Osiris pour la gestion de la période 21-27. Donc la question de le faire évoluer ne se pose plus. On va basculer sur un autre système d'information. Et notamment, l'avantage de ce système, c'est de mettre en place et de rendre accessibles des portails de dépôt de dossiers en ligne. Donc, comme disait Pierre, clairement, la période de rupture, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas parce qu'on doit encore consommer le FEAMP 14-20. On a donc jusqu'au 31 décembre 2021 pour conventionner les dossiers avec le reste à programmer. Et ensuite, donc en effet, les règlements devraient être adoptés, les nouveaux règlements autour du premier trimestre. Donc en ce qui nous concerne en tout cas, l'idée c'est d'obtenir les systèmes d'information prêts à emploi au cours du premier semestre pour démarrage d'une instruction à la rentrée de septembre, enfin la prochaine rentrée de septembre. Pour le moment, on est sur ce calendrier-là. Donc clairement, je rejoins vraiment les propos de Pierre, il n'y aura pas de rupture. Et en ce qui concerne, encore une fois, le point technique sur les logiciels, on rencontrera plus la problématique qu'on a rencontrée sur 14-20, puisqu'on change de système et qu'on s'y est préparé dès maintenant. Donc normalement, il y aura des couacs, c'est sûr, mais en tout cas, on ne rencontrera plus les retards liés au système d'information qu'on a connu sur 14. Merci. Sur la cohérence entre les différents services instructeurs, donc là, il y a un exemple qui était pris sur les deux dire comment on peut régler cette difficulté? Comment on organise la cohérence des méthodes en quelque sorte et les logiques, que chacun ait son rythme, sa façon de faire. Enfin, il n'y a pas que là qu'on rencontre ce problème, mais comment on peut améliorer ce point? Améliorer le point, bon, tout dépend de la question. S'il y a deux DIRM concernés, c'est qu'il y a peut-être deux sujets concernés sur deux secteurs différents. Je ne sais Alors, pas. Je précise, ce n'est pas deux DIRM, c'est une même DIRM avec deux antennes différentes.
Et c'est les mêmes sujets. Ouais, donc c'est une coordination à trouver déjà au niveau local. Ensuite, voilà, il peut y avoir même au niveau d'un ministère des différentes appréciations entre sous-directions, par exemple. Hein, voilà, mais l'enjeu, c'est de pouvoir bien les identifier en amont. Et c'est dès qu'il y a une difficulté qui se présente, ne pas hésiter à la faire remonter, déjà en discutant localement, parce que peut-être qu'il s'agit d'un point très simple, et puis après, peut-être qu'il s'agit effectivement d'une consigne qui peut être donnée au niveau national et qui n'est peut-être pas tout à fait bien comprise ou qui est mal formulée et qui peut... Quelles sont les instances de médiation? Et quelles sont les instances de médiation? C'est-à-dire, si moi je me heurte à ce problème-là, est-ce que je peux m'adresser à Pierre Hébert, médiateur, qui va justement dépatouiller ça? Vous voyez, le problème, c'est la solitude de l'usager. Je dis Pierre Hébert ou quelqu'un d'autre. C'est la solitude de l'usager et de la personne qui pose un projet devant les différences qu'il peut y avoir entre la région et l'État, au sein de l'État, entre les différents territoires. Et ce n'est pas du tout une mise en accusation des fonctionnaires qui est en cause. C'est un problème de fonctionnement. Voilà. Donc, quel est le recours possible? Est-ce qu'il y a, je n'en sais rien, moi, est-ce qu'il y a pardonnez la question naïve, je ne suis pas professionnel, mais est-ce qu'il y a ça existe ça dans certaines administrations, un numéro vert, un endroit où on peut appeler, dire voilà, j'arrive pas à me dépatouiller de ce problème. Vous voyez, quels sont les... Évidemment, on doit régler le problème en amont, mais quand on rencontre le problème, est-ce que la question ne pourrait pas se poser d'un dispositif de, je ne sais pas quels sont les termes, de médiation, de recours, d'appel, Oui, Monsieur Aubert. Non, à leur décharge, malgré tout, je pense aussi que c'est lié, je dirais, à une évolution des procédures en cours de procédure. Et donc, par conséquent, il court après aussi, hein, quelque part. Bien sûr. Bon. Bien, est-ce que, alors, par contre, il a été fait allusion plusieurs reprises au GALPA. Est-ce qu'il y a un représentant ou une représentante des GALPA? Moi, j'avais tenu à ce qu'il soit invité particulièrement, je crois, sur la Côte d'Opale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait intervenir, parce que c'est comme des acteurs un peu de front office, quoi, hein, entre les porteurs de projets et les administrations. On parlait d'accompagnement, hein, à l'ingénierie de projet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parmi l'assistance? Moi, je ne le vois pas. Oui, Tiffaine Jaouen, du GALPA 3 Estuaires. Je représente le territoire entre Cormeaux et Mers-les-Bains. Très bien. Je suis pas en poste depuis assez longtemps pour avoir un recul particulier sur le FEAMP et éventuellement le FEP. Mais j'ai commencé en février de cette année. Mais des discussions que vous avez, je me rends compte de l'importance vraiment d'un GALPA qui gère la mesure développement local par les acteurs locaux, parce qu'on accompagne vraiment tout du long, vraiment d'une petite idée. On travaille dessus pour la développer en fonction des critères sur chaque territoire. Et cet accompagnement permet aussi de créer un lien qui est vraiment à favoriser, qui permet le développement de pas mal d'idées. Et je pense que ça permet de donner place à de très beaux projets. Et chaque territoire a forcément ses forces et ses faiblesses, ses axes d'amélioration. Et je sais pas, je pense, Anthony, je travaille régulièrement avec Anthony Vira, et les projets proposés par le comité des pêches sont très structurants pour le territoire, très formateurs. Et je vois que du positif à ce genre de poste. Comme vous avez pu faire la remarque d'un éventuel accompagnement quand un pêcheur a des questions, c'est exactement mon rôle de pouvoir accompagner le porteur de projet, sachant que pour la mesure DLAL, on ne gère pas qu'avec des pêcheurs, on gère aussi avec des collectivités, le public est un peu plus large, donc certains moyens sont différents, mais on est souvent confronté à des personnes qui n'y connaissent rien du tout au fonds européen, et je pense que d'avoir cet interlocuteur entre l'autorité de gestion que peut représenter la région et les problèmes à remplir des dossiers, c'est vraiment une chance de mon point de vue. Très bien, merci madame. Écoutez, est-ce qu'on a épuisé notre ordre du jour? Est-ce que les questions qui devaient être posées ont été posées? Alors, si c'est le cas, je ne me permets non pas de conclure cette réunion, mais d'indiquer moi les choses que j'ai notées. L'éternel, devrais-je dire, problème de l'accompagnement, hein, est une question largement posée, y compris d'ailleurs à travers
les pratiques positives de la dernière intervenante. Donc, l'accompagnement, les délais d'instruction, les délais de paiement, les avances, enfin, la question des avances ou pas des avances de trésorerie. Hein. Dans d'autres réunions, on te pose la question des seuils aussi. La question de la relation au service instructeur est évidemment une question importante. Donc, la question de l'accompagnement me paraît être intéressante. On a aussi pas mal discuté de la question des projets de façade, de la façon dont on peut travailler au-delà des frontières administratives des régions. Hein, et comment aussi on peut, c'était la première intervention, travailler sur des problèmes d'intérêt commun, sur ces problèmes qui rassemblent des partenariats un peu variés, d'amont en aval, soit des rivières, soit des problèmes. Donc voilà, là j'ai noté que ça c'était... Et puis j'ai noté quand même que le FEAMP tel qu'il était présenté par Pierre, à travers ses réponses, couvre quand même beaucoup des champs qui ont été évoqués et qu'on n'a pas noté de dissensus particulier, nonobstant l'insistance qui a été mise sur la question de la pêche de loisirs et de ses impacts. Mais en gros, vous avez quand même plutôt montré que vous étiez d'accord avec les grands objectifs, la déclinaison de ces grands objectifs tels qu'ils étaient indiqués. Donc, il me reste à vous remercier d'avoir participé à cette réunion et à Pierre d'avoir répondu aux questions qui étaient posées. C'est un exercice qui est pas facile. Et il me reste également à vous proposer de rédiger, de prendre le temps, c'est un peu contraignant, je m'en doute, je le sais, ce cahier d'acteurs qui fixera la position et qui permettra vraiment de faire remonter les points sur lesquels vous êtes particulièrement insistant. Donc, qui que vous soyez, quelle que soit la structure que vous représentez, n'hésitez pas soit à prolonger les questions qui ont été posées ici par des questions sur le site, ou des observations, ou des recommandations, et par la rédaction d'un cahier d'acteurs qui prendront dans cette consultation une place tout à fait importante. Donc, merci à vous, mesdames, messieurs, à bientôt sans doute. On compte sur vous et vous pouvez être certain que j'essaierai de porter les propos et les propositions qui ont été les vôtres.